J-6 avant le déconfinement en France et avec une semaine d'avance comme un effet miroir de ce qu'on va vivre. On part en Italie. Les habitants peuvent sortir de chez eux depuis hier. Alors comment ça se passe le retour à la vie d'après? Bonsoir Jérôme Gautret, vous êtes le correspondant du Monde. Bonsoir. Vous êtes en duplex depuis Rome. Vous aussi, vous vous déconfinez à l'heure italienne, pas le choix. Alors, quel effet ça fait, Jérôme Gautret? Fini le silence absolu qui régnait peut-être dans les rues de Rome jusqu'à maintenant? Oui, ça reprend doucement. En fait, ça a commencé à reprendre depuis les annonces qui ont eu lieu plutôt, une semaine plus tôt, dimanche dernier. Donc, du coup, ça s'est fait de façon un petit peu graduelle. C'est un peu un mélange de soulagement et aussi d'appréhension parce qu'on sent quand même que le souvenir des 2 mois de confinement qui en fait en Italie a été très dur. Il n'y avait pas du tout d'autorisation, même l'heure réglementaire de sortie par jour faisait pas partie des choses qui étaient permises en Italie. Donc on était vraiment sur quelque chose d'extrêmement contraignant et il faut bien se rendre compte que les Italiens n'ont pas vraiment envie que ça recommence. Donc oui, il y a une sorte d'extrême vigilance et de crainte. On est loin du cliché peut-être ultime de la population très expansive. On pouvait craindre, je ne sais pas, des embrassades, des rencontres, des enlaçades. On n'est pas du tout là-dedans. Hein. Ah non, il n'y a pas eu d'embrassade. Je pense même que, si vous voulez, tout le monde a un peu fantasmé le moment où ça s'arrêterait, mais on n'est pas du tout dedans. On va être sur quelque chose d'extrêmement progressif et le gouvernement a tout de suite prévenu qu'à la moindre signe de tension dans les chiffres des courbes, il serait forcé de revenir en arrière. Les gens savent aussi qu'on ne va pas blaguer, qu'on n'est pas du tout sorti d'affaire. Oui. Quelles sont les conditions justement du déconfinement? Est-ce que les conditions sont toujours aussi strictes concernant les rencontres avec la famille, avec les amis? Alors, oui, aussi dans ce genre de moment, on se rend compte de certaines normes et de certaines choses qui seraient à peu près inimaginables en France. Et c'est vrai qu'en Italie, on a le droit d'aller voir sa famille. Ça a été, c'était pas très clair. Sur le document qui servait de base aux discussions, on parlait des parents. On ne savait pas si, par exemple, votre conjoint, quand vous n'êtes pas marié, c'est un parent, et jusqu'où on peut parler de parents. Donc tout ça a été transformé en norme par le ministère de l'Intérieur. Oui, qui a même parlé de 6e degré de parenté. Exactement. Ça veut dire en gros que les enfants des cousins germains peuvent se... Par contre, vous ne pouvez pas aller voir votre meilleur ami. Ça, c'est la règle. D'accord. Donc les rencontres entre amis, en revanche, on n'en est pas encore là. Hein. On est très loin de ça. Comment ça se passe dans les transports? C'est aussi une grande question qu'on se pose en France. Un siège sur 2, l'organisation du filtrage à l'entrée des métros ou des gares. Est-ce que ça a été la ruée dans les transports? Je rappelle qu'il y a plus de 4 millions d'Italiens qui ont repris la route du travail. Oui, alors peut-être que Rome n'est pas exactement le lieu le plus indiqué pour parler de ça. En réalité, Rome est une ville où les transports en commun fonctionnent assez mal, ils sont assez sous-dimensionnés, et donc est une ville où on circule beaucoup par ses propres moyens. C'est peut-être plus intéressant de regarder ce qui s'est passé à Milan, qui est une ville qui est beaucoup plus similaire dans ses infrastructures à une ville française. Le métro, il n'y a pas eu, semble-t-il, en tout cas, de mouvement de foule. Bon, à Milan, on est au cœur de l'épidémie, donc c'est assez normal, les gens très attention. Et respectent vraiment un siège sur 2, par exemple, ou de la distanciation imposée. Oui, a priori, en tout cas, rien n'a été signalé qui ne va pas dans ce sens-là. Ce qu'on a pu voir sur les trains de banlieue de toute la région milanaise, c'est qu'il y a des statistiques qui font état d'une fréquentation qui aurait été hier équivalente à un quart d'une journée normale. Donc on est quand même largement dans des conditions dans lesquelles on peut respecter les distances. En France, la condition d'une vraie reprise, on le sait, c'est la rouverture des écoles, c'est un vrai casse-tête. En Italie, sujet tranché, pas de rouverture d'école avant septembre. Non, alors d'abord, il y a quelque chose qui change tout, c'est qu'en fait, l'année scolaire en Italie se termine beaucoup plus tôt qu'en France. Elle se termine pour des raisons toutes bêtes, qui est que les écoles ne sont pas climatisées et qu'il fait beaucoup trop chaud à partir de début juin. Donc, à partir de début juin, graduellement, encore plus tôt au sud et un peu plus tard au nord, l'année scolaire se termine et ça reprend mi-septembre. Donc, du coup, le besoin de réouvrir pour 15 jours était évidemment beaucoup moins important que quand on parle d'une année scolaire comme en France qui s'arrête début juillet. Donc tout ça a été tranché très vite. Ça ne veut pas dire que le problème de comment on garde les enfants est réglé. Oui. Mais comme très souvent en Italie, on va se reposer sur les familles. Et qui dans les familles? Si les papas ou les mamans se remettent à travailler?
eh ben, c'est pas très compliqué. Donc déjà, il y a une sorte de charge implicite qui va sans doute reposer plus sur les femmes, ça c'est une évidence. Mais il y aura aussi les grands-parents qui vont être mis à contribution. On est dans un système où les cellules familiales sont quand même assez solides et où les grands-parents sont beaucoup associés, même en temps normal, à la garde. Parce que la journée scolaire finit aussi plus tôt en Italie, elle finit sur 15 heures et évidemment personne n'a fini sa journée de travail. Donc c'est quand même très souvent du ressort des grands-parents, surtout pour les plus jeunes. Donc les aînés sont mis à contribution. Oh oui. On parle d'effet miroir, enfin je parlais d'effet miroir, c'est un peu la tendance qu'on peut avoir en se disant mais voilà ce qui va se passer pour nous, mais avec quelques jours d'avance. Vous nuancez cet effet miroir en disant que ce n'est pas tout à fait des situations similaires entre la France et l'Italie, notamment sur la gestion du virus. Alors ce qui est évident, c'est qu'il y a une faiblesse italienne au commencement de la crise qui est devenue une force par la suite. La faiblesse, ça a été que, étant dans un système régionalisé où chaque système de santé était un peu concurrent de celui de son voisin, il y a eu une difficulté à articuler une réponse commune. En revanche, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que sur certaines questions qui sont centrales en France, telles que les masques et encore plus les tests, la décentralisation à l'italienne a eu des effets. Aujourd'hui, on signale plus de pénurie de masques et teste tous les jours énormément en Italie. Sur une journée de semaine normale, on va être à plus de 60 000 tests et le week-end on descend à 40-50 000. Ça fait des semaines à peu près 400 000 tests, peut-être un peu moins. On est très loin de ça en France. Oui, on voit que les régions, en gros, ont pour certaines lancé leur propre dispositif de surveillance qui a bien fonctionné, Exactement. voire de réponse à l'arrivée du virus. On entend souvent parler aussi de la fracture nord-sud. On sait qu'il n'y a pas du tout le même nombre de morts dans le sud et dans le nord. Hier encore, je crois qu'on était à peine 50 nouveaux cas dans le sud, alors qu'on en est à plus de 550 pour la seule Lombardie. Du coup, ça implique un déconfinement très différent ou est-ce que ça ravive justement d'anciennes fractures? Alors, ce qui est très spectaculaire, c'est que le Sud, alors même qu'il est beaucoup moins frappé par l'épidémie, n'a pas eu le réflexe d'essayer de se sortir du film. Ça tient à plusieurs choses. Ça tient au fait que ça a été un moment de communion nationale. Ce confinement a eu cet effet-là. Et ça tient aussi à un autre fait qui est plus prosaïque, qui est l'inquiétude générale des habitants du Sud face à leur système de santé, qui est sous-développé à plein d'égards et qui ne pourrait pas répondre à la crise si elle arrivait au Sud. Alors, ce serait sans doute un peu différent dans une ville comme Naples, qui est quand même une grande ville et où il y a quand même des hôpitaux qui répondent. Mais si vous parlez de la campagne de Calabre, de Basilicate ou certains endroits de Sicile, évidemment, si l'épidémie avait été aussi forte qu'en Lombardie, ça aurait été un désastre. Il y a aussi eu des réponses assez différentes, puisqu'il y a un peu le camp des impatients contre le camp des beaucoup plus prudents, ceux qui poussent à rouvrir par exemple des piscines ou des locations saisonnières, je crois. Oui, alors, dans cette stratégie générale en Italie des régions perpétuellement pour se distinguer, chacun a un peu sa stratégie, évidemment. Celui qui est le plus remarquable à plein d'égards, c'est Luca Zaia, le président de la Vénétie, qui, lui, part sur une stratégie assez différente depuis le début de la stratégie nationale. Il a misé beaucoup plus que les autres sur les tests. En Vénétie, on teste autant que la Lombardie, alors que la population est plus de 2 fois inférieure. En plus de ça, il y a eu de gros efforts de détection, il y a eu de gros efforts de confinement. Et à côté de ça, il y a eu aussi des résultats qui font que la mortalité est moins importante qu'ailleurs et qui autorisent, en tout cas c'est ce que dit Luca Zaia, à réouvrir un peu plus vite que les autres. Mais il y a quand même encore beaucoup de cas, peut-être qu'il va un peu trop vite. C'est difficile à trancher. De toute façon, pour l'instant, tout le monde, tout en réclamant de la coordination, a tendance un peu à se fier aux données qu'il a sur son territoire. Et à l'autre bout de la péninsule, en Calabre, où il y a eu la semaine dernière peut-être 20 cas, eh ben, on a décidé de la réouverture des cafés, par exemple. Et l'avenir nous le dira si vous avez raison ou pas. On sait que les autorités, quand même, craignent une seconde vague. Donc, il faut être très prudent, disent-elles, bien sûr. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Jérôme Gautret, je rappelle qu'on peut vous lire dans Le Monde. Et ce grand papier aussi qu'on peut lire depuis déjà ce matin. Merci encore. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur les tensions entre la Chine et les États-Unis. Bonne émission à vous.